Bon, mesdames, messieurs, le sujet qui m'a été assigné, c'est ça, le rôle des régions dans la globalisation et dans la gouvernance, je suppose, non? On me demande souvent de parler des régions. Je suis capable aussi d'autre chose, pas de parler d'autre chose, mais il paraît que, comme Thierry de Montbrial a dit, pense à moi comme une sorte de spécialiste dans ce sujet. Et c'est peut-être pour cela que je ne parlerai pas exactement de ce que vous a dit M. Thierry de Montbrial. Je m'excuse, je ne serai pas très obéissant vis-à-vis du sujet qu'on m'a assigné, n'est-ce pas? Bon, en tout cas, région et globalisation et région et gouvernance, non? Sur ce deuxième point, sur ce deuxième sujet, on pourrait avoir une belle discussion sur, par exemple, et ça serait dans cette direction de la gouvernance, lequel des deux systèmes, par exemple le système français, qui est très centraliste, ou le système allemand, qui est largement décentralisé. Et c'est vrai qu'en réalité, le système décentralisé a été imposé aux Allemands après la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'on pensait, il y avait plusieurs pays qui pensaient qu'avec un système décentralisé, les Allemands ne pourraient pas récupérer toute la force qu'ils avaient auparavant, n'est-ce pas? Bon, en tout cas, il y a ces deux systèmes. Les Français très centralistes, l'Allemand largement décentralisé. Et on pourrait discuter lequel est le meilleur du point de vue du progrès économique, du progrès et de l'équilibre social, de la capacité d'initiative des gens et de la capacité d'innovation, du développement politique, etc. Ou bien, évidemment, il y a aussi dans ce même système, dans ce même genre de pays décentralisés, il faut penser aux États-Unis, au Canada, ou même, dans une certaine mesure, à l'Espagne. On pourrait discuter à ce sujet si en France, il y a trop de contraintes. C'est que vous, Français, quelquefois, quand vous parlez de ça, vous dites la contrainte. Ou, par contre, on pourrait dire que peut-être aux États-Unis, le gouvernement fédéral devrait être plus fort du point de vue de la gouvernance, n'est-ce pas? Mais, en tout cas, après avoir dit ça, je dois me souvenir que l'énoncé de mon intervention était, oui, région et globalisation. Et contrairement, certainement, tous les sujets ont été, ici, hier et aujourd'hui, ont été discutés, ont été exposés du point de vue global, la crise économique, l'énergie, le climat, l'eau, tout à fait, l'agriculture aussi, la santé, etc. Et une autre question très, très importante, une des grandes questions de notre temps, auquel il faudrait concéder beaucoup plus d'attention, c'est l'immigration, qui est aussi une question globale, n'est-ce pas? Bon, à mon avis, après avoir écouté toutes ces discussions sur tous ces sujets, je pense qu'il manque un sujet. Et je me permets d'introduire ce sujet à travers l'idée des régions, justement, ce sont les identités. Et pas les identités régionales, forcément, mais les identités en général. Parce que, et justement, je pense que c'est particulièrement important d'en parler, parce qu'elles sont, pour ainsi dire, les compléments les correctifs aussi, un des correctifs de la mondialisation. Et bon, de la même façon qu'on pourrait parler évidemment des régions du point de vue de l'efficacité, plus ou moins, ou de la démocratie, le pouvoir plus proche, le pouvoir plus lointain. On pourrait évidemment parler longtemps sur cela, mais aussi on peut en parler du point de vue de l'identité. Quelques mots sur cette question. Pas à propos des régions, mais du point de vue général. Parce que les relations difficiles, par exemple, entre le Pakistan et l'Inde, dont on a parlé aujourd'hui, hier, ce n'est pas seulement une question économique, ce n'est pas seulement une question politique, dans le sens strict du terme, mais c'est une question identitaire. Surtout identitaire. Question de religion, d'histoire, de culture. Et les conflits arabo-israéliens, il y a beaucoup de composantes, mais c'est surtout un conflit identitaire. Et la méfiance de la Pologne et des Pays-Bas, des pays baltes, vis-à-vis de la Russie,
et aussi d'origine historique, culturelle et identitaire. Il y a évidemment une composante économique, une composante politique, tout ce que vous voudrez, mais le fond de la question, c'est une question historique, culturelle et identitaire. Et on en a parlé peut-être pas beaucoup pendant ces 2 jours-ci. On disait toujours, n'est-ce pas, plus le monde sera globalisé, plus les gens, à travers l'Internet et des transports plus rapides, et plus bon marché, et plus l'économie débouchera sur un grand marché mondial, et plus les gens, par conséquent, seront plus proches les uns des autres, plus les identités auront un poids moindre. Et c'est vrai que tant de ces processus peuvent produire la disparition de certaines cultures et civilisations. Ça, c'est vrai. En réalité, c'est pas nouveau. Après la Première Guerre mondiale, et justement hier, quelqu'un l'a répété, Paul Valéry avait déjà dit, après cette sauvagerie, nous savons maintenant que les civilisations peuvent mourir. Et ils meurent. Beaucoup sont morts depuis plusieurs millénaires, n'est-ce pas? Mais d'autre part, la globalisation provoque des réflexes identitaires et fait sentir davantage aux gens le besoin d'avoir un repère, non? un point d'appui. Il peut arriver, si le monde devient un grand océan, qu'un très bon nageur puisse ne pas se noyer. Très bon nageur. Mais en général, nous tous, nous avons besoin d'un point d'appui, d'un bateau ou d'un rocher. Dans le grand océan de la globalisation, beaucoup de gens ont la sensation qu'il leur faut totalement, avec une nécessité absolue, un attachement à quelque chose fort et surtout personnel, qui les touche personnellement, quelque chose qui donne un sens personnel et une assurance personnelle, mais aussi du point de vue collectif, n'est-ce pas?